Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Géopresse. Il y a plus de 60 ans, un homme dans ce pays, écrivant à sa femme qu'il allait abandonner pour l'éternité, disait « Je vois l'avenir du Congo comme un avenir radieux. Je vois un jour l'histoire du Congo s'écrire et elle ne sera pas celle qui sera écrite à Washington, à Bruxelles ou à Paris. Elle sera celle écrite par les fils et les filles du Congo. Elle sera une histoire de gloire, une histoire de liberté. » Vous avez donc compris, je venais d'évoquer là Patrice Emery Lumumba, héros national, qui invitait les Congolais à réapprendre, à réécrire leur histoire, à faire le récit de leur propre histoire. Parce que l'histoire, finalement, quand elle est celle des vainqueurs, elle est une histoire tronquée. Même celle des vaincus est toujours une histoire tronquée. Elle doit être une histoire indépendante, prise en charge par des intelligences autonomes. Nous sommes donc ici, aujourd'hui, avec la rédaction de Géopolis Télévision, pour honorer cette mémoire, la mémoire, l'ordre de Lumumba, que chacun de nous puisse écrire. Alors, un d'entre nous a pris la peine d'écrire un ouvrage que nous allons aujourd'hui fêter. Nous fêtons cet ouvrage parce que c'est la naissance de quelque chose d'important. Nous fêtons l'ouvrage écrit par Jean-Louis Timbalanga, La vérité de la vérité des urnes de 2018 en RDC. Ne vous trompez pas, c'est un ouvrage plus profond que le titre qui est un peu provocateur, mais c'est un ouvrage important. Il écrit cet ouvrage, qui est d'ailleurs le premier volume, un ouvrage, le premier volume qui porte sur de l'indépendance du Congo en 1960 jusqu'aux élections de 2011. Voilà un ouvrage important, un ouvrage qui vient de sortir. Son vernissage à Kinshasa, c'est pour bientôt. Mais pour nous, historiens du présent, c'est un matériau essentiel. Et nous allons essayer de le revisiter. Je ne suis donc pas seul pour en parler. Vous connaissez, vous tous, les habitués des Géopresse. À ma gauche, M. Franck Jojo Moulamba. Bonjour, Jojo. Bonjour, M. William. Ça va? Très bien. Ok. À l'extrême gauche de Jojo, c'est Oléko Fiston. Bonjour. Bonjour, M. William Albert Kalina. Merci pour l'exercice. Voilà, et c'est lui à ma droite, de plus en plus célèbre maintenant, Pati Moukouna. Bonjour. Bonjour William, voilà. Merci pour l'invitation. Voilà. Nous sommes donc là pour parler de cet ouvrage. D'abord, qu'est-ce que nous en savons? C'est un ouvrage qui est écrit en français et qui est beaucoup illustré, il y a beaucoup de photos parce que l'histoire du pays, c'est aussi l'histoire des hommes. Et ces hommes qui ont joué un rôle important, un rôle majeur, lui, Jean-Louis Timbalanga, les a honorés en mettant quelques photos. Il y a donc beaucoup de photos dans cet ouvrage. Mais cet ouvrage aussi, il a 18 parties, au moins les premiers volumes. Et nous partons donc des mouvements de l'indépendance jusqu'à peu près aux élections de 2011. Vous vous rappelez cette période des élections et nous allons donc nous arrêter là parce que nous espérons que Jean-Louis va nous abréver d'un autre volume dans quelques mois, j'espère, où il va évoquer de 2011 à la première alternance que nous avons eue en 2019. Nous allons donc, comme je disais, c'est un ouvrage qui a quelque chose de très intéressant. En ce qui me concerne, je voudrais simplement souligner trois exceptions dans l'écriture que nous sommes habitués à découvrir. Première exception, pour la première fois, et ça je ne l'ai jamais vu, c'est qu'un ouvrage est préfacé par les enfants de l'auteur. Vous voyez, l'histoire d'un pays, c'est en même temps l'histoire qui est transmise de génération en génération, mais M. Jean-Louis Timbalanga a certainement conféré cette flamme aux enfants. Ils sont donc, tous les enfants de Timbalanga ont signé la préface, et cette préface est vraiment pour eux un hommage au talent de leur père. Il y a donc Prince Leslie, Yoni, Keren, Kestia, Bill et Louis Crisnel qui ont signé cette préface. Nous allons donc, avec vous, voir ces livres. Vous l'avez lu. J'espère que vous pouvez rendre agréable sa lecture pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Alors, on a réparti comme ça par méthodologie trois grandes parties. Donc, la partie première qui est celle des indépendances jusqu'à la fin la Première République. Alors, Franck Jojo, dites-moi les sentiments quand vous avez ouvert ces livres. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces livres? La vérité des urnes de 2018 en RDC,
de l'indépendance du Congo en 1960 jusqu'à l'élection présidentielle de 2018. Quel titre éloquent, mais aussi un titre qui appelle à de la réflexion et à des analyses profondes pour comprendre et aussi avoir une idée claire sur le fait qui ont marqué le pays depuis les années 1960. Cependant, je voudrais ici saluer la volonté, la détermination et surtout l'engagement de l'auteur qui met aujourd'hui à la disposition de la génération actuelle et la génération future un outil qui va servir de piste de réflexion et de recherche sur l'histoire du pays. En lisant ces livres, j'ai retenu deux choses que je peux relever ici au début de l'émission. C'est la description tout d'abord de la République démocratique du Congo et les souffles qui a animé les acteurs politiques du Congo à revendiquer l'indépendance du pays. Pour ce qui est de la description de la République démocratique du Congo, l'auteur nous rapporte ce que nous connaissons déjà, la superficie du pays qui est de 2 345 410 km². Mais l'auteur évoque aussi ici, nous rappelle ici les différentes divisions administratives qu'on a connues dans le pays. Donc on avait à l'époque 6 provinces, donc avant l'indépendance du pays. Le pays, vous savez, a été colonisé par le royaume de Belgique. Et l'auteur a aussi présenté les différentes ressources naturelles du pays. Et vous savez, le pays regorge d'énormes richesses minières. Et c'est que moi, j'ai découvert ici que je ne savais pas, c'est que l'auteur nous apprend que dans l'espace Grand Équateur, il y a aussi les diamants. Il y a aussi les cuivres et minéraux associés. Vous avez dans l'espace Grand Bandundu, vous allez trouver également les diamants. Et ça, beaucoup de gens ne savent pas. L'auteur tente de relever aussi ça dans cet ouvrage. Et aussi, pour ce qui est du souffle du mouvement de l'indépendance, l'auteur nous rapporte que pour qu'il y ait indépendance, il fallait qu'il y ait des acteurs politiques congolais qui prennent le courage de manifester, de dire qu'il est temps que le Congo soit libéré du colonialisme. Et parmi ces grands acteurs, c'est, comme vous l'avez annoncé au début de l'émission ici, Patrice Emery Lumumba. Le 28 décembre 1958, il va tenir un meeting à Kinshasa, un meeting qui a connu vraiment la participation d'un grand nombre de Congolais. Et après lui, il y a eu aussi le premier président de la République, Joseph Kasavubu, qui a tenu aussi un meeting une semaine après, en 1959. Et c'était le 4 janvier 1959. Et ça coïncidait d'ailleurs à un match de football qui s'est mal terminé. Et ça aussi a suscité beaucoup d'enthousiasme au niveau de la population. Donc voilà en gros ce que je peux relever jusque-là par rapport à... Alors nous restons avec vous dans cet ouvrage. Je vois qu'il publie quand même la liste des participants à la table ronde de Bruxelles. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette liste-là, quand vous la regardez? Parce qu'en réalité, très peu de gens savent qui ont vraiment participé à la table ronde de Bruxelles. Alors, ça vous évoque quoi, vous, cette liste, quand vous la regardez? Oui, voilà ce que il a présenté la liste de délégués congolais. Il y avait au total 10 représentations de partis politiques. Et la plus grande représentation, c'était le cartel constitué du parti Abako, parti solidaire africain, qui est piloté par le président par M. Cléophas Kamitatu, le père de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatu. Et aussi le MNC, piloté par le tout premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba. Et dans la délégation du MNC, il y avait le maréchal Mobutu, qui a d'ailleurs représenté le parti à la conférence sur l'économie. Ça aussi, ça on ne savait pas, qu'il était du MNC, du mouvement national congolais. Et il a participé, il a représenté les pays. Donc ici, c'est un livre vraiment suffisamment riche en informations et ça nous permet vraiment d'avoir une idée claire sur ce qui a permis au pays aujourd'hui
d'avoir ce que nous appelons aujourd'hui indépendance. Cette partie, toujours évidemment, avant qu'on entame le côté tragédie, parce que Timbalanga revient quand même sur les conflits de la première partie de la République. Je voudrais lire ici, parce qu'il a aussi publié l'hymne national, ce qui est quand même très très important. Nous chantons l'hymne national, mais très peu de gens parmi nous ont déjà écrit. Prendre le stylo, réécrire l'hymne national, parce que c'est quand même une force. Combien ont lu et combien ont écrit, combien connaissent l'hymne national. Et Jean-Louis Timbalanga y revient. Et il dit ceci, si vous autorisez que je vous lise un extrait, il dit on ne dira jamais assez, le mot appuyé par les notes de musique appropriées, utilisées lors de la composition de cette extraordinaire chanson, ont été agencés d'une façon telle qu'elle renferme la force de persuasion qui propulse tout auditeur et tout interprète vers les sommets lumineux. C'est en cela que nous reconnaît l'art, le chemin par lequel passe la beauté céleste. Voilà ce que Timbalanga dit. Un impératif présent désigne et situe le destinataire naturel du message porté par l'hymne, les Congolais. Donc l'hymne national nous est adressé à nous les Congolais, et il dit effectivement que le debout congolais est les chants de ralliement dans lequel s'affirme l'appartenance à la patrie, se résument les engagements fondamentaux du citoyen envers son pays et s'énoncent les idéaux qui fondent la force, l'unité, la dignité et la pérennité de la nation. Sa résonance doit pénétrer les cœurs de chaque membre de la communauté nationale congolaise et rappeler à tous leur lien inaliénable et imperceptible avec cette communauté, que cette communauté est sacrée. Écouter ou chanter l'hymne de son pays en pleine conscience fait surgir dans l'esprit du citoyen de manière nette et forte l'image des devoirs que son appartenance à la nation lui impose en vue de garantir sa survie, la solidité, les progrès et la sécurité de l'édifice national. Alors, cette première partie que vous avez lue, parce que les livres est tellement gros que nous sommes partis un peu 500 pages à peu près, la Première République, à partir de les indépendances jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le maréchal arrive, comment est-ce que lui décrit ça? Quels sont les grands événements qui l'ont attiré par rapport à cette première partie? Comme vous l'avez dit, l'auteur a été attiré par plusieurs faits, et notamment c'est la table ronde. La table ronde qui a déjà été, qui a commencé en 1960, et c'est allé très vite. On pensait à marcher, puisque le Belge voulait que les choses puissent aller progressivement, lentement, mais les Congolais avaient dit non. On a beaucoup souffert, il faut que les choses aillent vite et nous puissions obtenir l'indépendance, nous puissions jouir de droits politiques. Et l'auteur a essayé de relever ça. Et aussi, au cours de cette table ronde, il y a une chose que l'auteur a relevée, la partie belge, qui était composée de 7 acteurs, de ministres du gouvernement du Congo belge, ne s'était pas concerté sur la stratégie à adopter pour accorder l'indépendance à la République démocratique du Congo. Mais ce qui n'était pas le cas avec la délégation congolaise, donc le représentant congolais, qui avait décidé, avait pris la bonne résolution de parler tous le même langage. Donc, de s'accorder pour dire que voilà, nous tous, nous devons rentrer au pays avec de résultats escomptés par le peuple congolais. Ça, c'est l'élément marquant que l'auteur a essayé de relever dans cet ouvrage. Alors, aux autres, je vais poser une question quand même, parce qu'on est là, hein, vous n'allez pas rester muet, hein, il faut parler quand même aussi, M. Mkouna. Cette première période de notre indépendance, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ce n'était pas prématuré? Est-ce que nous avions raison de demander l'indépendance en 1960 au regard de ce que c'est devenu après? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre, comme disait Van Bilsen et un peu les autres, 30 ans pour préparer les Congolais à assumer leur destin? Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux? Mais moi, je crois que pour ceux qui pensent comme ça, ils n'ont pas tort, ils ont raison d'un côté, mais de l'autre côté, moi je crois qu'ils ont aussi tort parce qu'il faut voir la situation dans laquelle les Congolais vivaient avant 1960. Vous vous rappelez bien les émeutes qu'il y a eu dans les carrières minières à Lubumbashi, au Katanga. Vous vous rappelez les traitements qui a été réservé aux Congolais. Lumumba l'a même soulevé dans son discours un peu improvisé lors de la cérémonie officielle
de la déclaration de l'indépendance du pays, il a dit, vous vous rappelez des tus qui étaient réservés aux Noirs, ce n'était pas pour un signe d'amitié, mais parce que le vous, honorable, était réservé aux seuls Blancs. Donc c'était un moment où les Congolais a voulu et était vraiment avide de sa liberté. Il était vraiment avide de pouvoir prendre son destin en main pour diriger son pays. Et cela, c'était aussi pour le bien-être de tous les Congolais et que tout le monde au Congo vive égaux et qu'il n'y ait pas de ségrégation. Parce que souvenez-vous, par exemple à Kinshasa, la commune de la Gombe à l'époque qui était appelée Kalina n'était pas accessible aux Noirs, était accessible aux immatriculés. C'est-à-dire qu'il faut avoir une carte d'immatricule, une carte comme ça, vous avez votre numéro. C'est-à-dire que tout Noir qui accédait à la commune de la Gombe à l'époque Kalina était identifié, devait être identifié. Donc ce sont toutes ces situations-là qui ont fait en sorte que les Congo ou les leaders de cette époque puissent demander l'indépendance. Et c'était à raison. Vous pensez à la même chose? Je partage un peu l'avis de Fiston avec quelques nuances près. C'est que les Belges avaient une vision économique de la chose et les Congolais avaient une vision sociologique. C'est-à-dire que les uns voyaient une performance économique d'une nation, d'un État qui veut se mettre au diapason des autres, parce qu'il faut se le dire, lorsqu'ils sont partis, nous étions sur le même pied d'égalité avec le Canada, avec les autres, c'était le volet économique de la bonne chose. Mais aussi, contrairement, c'est que la population était dans une souffrance, était dans cette absence de liberté. Les gens voulaient quand même cette liberté, parce que même si cette liberté a été mal présentée, parce qu'on a dit aux Congolais que si vous devenez indépendant, vous deviendrez des blancs, vous prendrez ce qui appartient aux blancs, et tout le monde a cru que c'était vraiment du blanc, du bleu. Qu'est-ce qu'on dit? Ça dit qu'on dit tic au tac, dès que le blanc s'en va, et on le remplace automatiquement. Or, entre le départ et l'indépendance et la liberté, il y avait la préparation professionnelle, parce qu'il fallait préparer les gens qui pouvaient avoir les niveaux de blanc pour continuer la suite. Donc il y a eu un vide dans la réflexion entre la continuité économique de ce que représentait la RDC ou les Zaïre ou la RDC de l'époque, les Congo de l'époque, et la réalité sociologique dont Fiston a fait allusion, des ségrégations, des libertés limitées. Tout ça a conduit que la sociologie a pris les décisions sur l'économie et finalement on est allé vers les indépendances. Si je peux ajouter aussi une chose, donc après la conférence, je dirais politique, qui s'est tenue au début de l'année 1960, en avril on a organisé une table ronde économique. Mais les représentants congolais n'ont pas participé. Donc il y a vraiment une minorité de la représentation congolaise qui s'est... Est-ce qu'ils avaient suffisamment d'outils intellectuels, politiques, sociologiques pour pouvoir se mesurer? Parce qu'ils ne géraient pas le pays. Ils ne géraient pas le pays. Comment ils allaient faire? Aussi, ils étaient enthousiastes et portés vers la politique. Ils ne savaient pas encore que la politique avait un supplément qu'on appelait l'économie. Alors, ils ont envoyé leurs suppléants représenter notamment les Mobutu. Jean-Louis Timbalanga, dans son ouvrage, qui est vraiment magnifique, il reprend les discours de Lumumba, c'est ces discours-là qu'il tient après que le roi Baudouin, même le discours du roi Baudouin est là, même celui de Kassabou est là, mais je vais lire un extrait, juste un peu pour qu'on passe à autre chose. Lumumba dit ceci, et il le dit, vous le savez, mais ces mots retentissent tellement puissamment aujourd'hui. Quand on relit ça, on se dit, mais tiens, c'est comme 60 ans qu'il a dit ça. Il dit, cette lutte qui fut de larmes, des feux et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce que fut notre sort en 80 ans des régimes colonialistes, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu le travail harassant exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi, soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir on disait « tu », non certes, comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou des noirs, accommodante pour les uns,
cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses, exilés dans les propres patries. Leur sort aurait été vraiment pire que la mort elle-même. Vous sentez déjà ces retentissements de la voix de Lumumba quand il parle des relégués dans le pays. Déjà à l'époque, les Kimbanguistes avaient déjà eu beaucoup de relégués. C'est moi qui Kimbangu lui-même était en ce moment-là, je crois qu'il était mort déjà quelques années avant. Quelques années avant 51, mais les autres membres de cette communauté avaient été relégués dans un pays aussi vaste. Et Lumumba dit toujours, nous allons veiller à ce que les terres de notre chère patrie profitent véritablement à ses enfants. Vous ressentez déjà un peu du contemporain aujourd'hui. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens puissent jouir pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle que soit, et donner à chacun la juste place qu'il voudrait, sa dignité humaine, son travail, son dévouement au pays. Hélas, vous connaissez l'histoire, après, Lumumba va être assassiné. Le pays va passer sous cap d'une puissance très forte. Et comment ça se passe finalement? On termine avec vous, la mort de Lumumba et la suite. Oui, la mort de Lumumba, c'est une mort tragique. Et Lumumba, c'est après avoir fait 3 mois à la tête du gouvernement congolais. Et on sait dans quelles conditions il est arrivé à ces postes. Et Lumumba, devenu Premier ministre en 1960, et il a quitté ses postes toujours à la même année, mais au mois de décembre 2012. Et après, il y a eu ces mouvements de sécession. On a connu la sécession katangaise, la sécession kassaïenne avec Albert Kalonji, soutenue par les Occidentaux. Et Lumumba, à son tour, va faire appel à la MONUC, à la mission des Nations Unies au Congo, pour venir intervenir et stabiliser le pays. Et malheureusement, ça a favorisé aussi son arrestation et jusqu'à sa mort. Et nous connaissons celui qui a été son bras droit, un acteur important du mouvement national congolais, Mobutu, qui va prendre le pouvoir et instaurer un nouvel régime. Un nouvel régime, et ce nouveau régime, c'est évidemment avec l'écho qu'on va essayer d'évoquer. Mobutu, parce que comment Tchimbalanga aborde le personnage de Mobutu? Est-ce qu'il reproduit les mêmes schémas? Comment est-ce qu'il aborde dans son ouvrage Mobutu? Oui, merci pour la parole. L'auteur, lui, Tchimbalanga, aborde l'événement ou les événements qui ont caractérisé le règne de Mobutu, et avec une touche particulière, c'est-à-dire qu'il a introduit, comme vous l'avez dit dans votre introduction, même les images des personnalités, certaines personnalités que nous ne les avons que de nom, mais aussi avec des analyses, des analyses et qu'il croit, ou il a partagé dans ses analyses et ses convictions, c'est qu'il croit être bien pour le pays. Déjà, il décrit le pays à cette époque avec l'événement de 1965, dans quelles conditions Mobutu a pris le pouvoir. C'est-à-dire que tout le monde sait, l'histoire le rappelle à tout moment, c'est-à-dire que Mobutu a pris le pouvoir après un coup d'État. Et à cette époque, il y avait une sorte de conflit, comme en 1960 entre Lumumba et Kasavubu. Il y a eu conflit entre Tshombe et Kasavubu aussi. Les mêmes. Et Mobutu est intervenu avec son armée, avec ses compagnons de la Révolution, les 14, pour mettre fin à ces désordres. Mais à ce moment-là, l'auteur rappelle que pendant que Mobutu intervient, il y avait déjà la nomination et l'éviction de Tshombe pour la nomination d'Evariste Kimba. Evariste Kimba qui avait la charge de pouvoir former le gouvernement. Mais il n'a pas pu, justement parce que Mobutu était intervenu, il avait tout bloqué pour pouvoir mettre de l'ordre, selon lui, pour 5 ans, de 1965 à 1970. Mais il s'est passé que, en 1967, ici aussi l'auteur le rappelle, que Mobutu a commencé par faire adopter ou promulguer une nouvelle constitution, 1997, 67, où, avec le désordre qu'il a constaté, sémé par le multipartisme, il a décidé qu'il y ait 2 partis au pays dans cette constitution de 1967. Et il s'est passé que
En 1970, Mobutu a reçu le roi belge avec sa femme. Et le roi belge avec sa femme et Mobutu étaient accueillis ici au Congo. Mobutu a reçu le roi belge et sa femme, le couple royal ici au Congo, sur les Tupeuil et lui-même. Et l'auteur ici rappelle cette image qui a frappé vraiment les esprits, parce que Mobutu, quand il est venu avec non l'esprit du dictateur comme c'était le cas après, mais il était venu dans avec une image de pouvoir remettre le pays sur les rails. Voilà ce que l'auteur décrit, Jean-Luc Timbalanga. Voici une image insolite du pouvoir du président Mobutu lors de l'accueil du couple royal du roi Baudouin au Congo en juin 1970. Pour le président Mobutu, ce voyage du souverain belge au Congo est une action royale donnée à son régime. C'est-à-dire que pour l'auteur, Mobutu, l'accueil qu'il a réservé et l'image qu'il a donnée à cette époque-là, c'est-à-dire que l'avènement du roi lui a donné un pouvoir royal de pouvoir diriger seul le pays sans partage. Et nous connaissons l'histoire. En 1970, Mobutu promulgue, soit révise la constitution de 1967, où il instaure le parti unique avec la création du MPR. En 1971, il rebaptise tout, même le pays. 1971, il rebaptise tout le pays à le nom du Zaïre. Il y a eu les drapeaux en fond vert avec une main qui a tenu le flambeau allumé. Il y a eu beaucoup d'événements comme ça et Mobutu s'est vraiment emparé du pouvoir et il a géré vraiment en maître. Il a changé même l'hymne national, la zaïroise, qui a été écrit même par les mêmes auteurs qui ont écrit des bouts congolais, bien évidemment, qui sont le père Boka et Joseph Lutumba. Alors je voulais vous savoir, vous liez, je ne sais pas si c'est vous ou bien c'est l'auteur. Vous pensez que la radicalisation, la prise de pouvoir puissante, totale et pratiquement le parti unique, Mobutu, est inspiré par le roi de Belge? C'est ce que l'auteur dit. En partie, oui, parce qu'en quoi à ce que l'auteur dit, il a dit cette image-là. Le fait que le roi est venu, oui. Et il est transporté sur les Tupouy par les Congolais et Mobutu était aussi sur les Tupouy. Donc il avait un collègue. Il avait un collègue roi. il était avec son homologue roi. Alors évidemment, c'est une période que vous connaissez. Nous l'évoquons ici simplement parce qu'il faut, que vous puissiez lire cet ouvrage qui est important. Et je voudrais rapidement, par évidemment, Mobutu va gouverner, mais nous allons vivre quelque chose, je crois, près de 15 ans après sa prise de pouvoir. Il y a une lettre, je voudrais... Peut-être que cette lettre-là, beaucoup de gens ne la connaissent pas, la lettre des 13 parlementaires. Ouais. Alors, dans cette lettre-là, évidemment, les 13 parlementaires qui s'adressent au président fondateur, c'est un président fondateur, ils disent, depuis lors, 15 ans se sont écoulés, tout au long de votre règne, vous n'avez cessé de nous répéter que les problèmes du Zaïre, les sorts du Zaïre, doivent être réglés entre nous au Zaïre et non point à l'étranger. Nous sommes de ceux qui attachons de l'importance à la nécessité de voir les problèmes zaïrois résolus par le Zaïrois. C'est pourquoi nous avons choisi de rester dans le pays. Et chaque fois que l'occasion nous était donnée, nous n'avons pas manqué d'apporter notre franche et loyale contribution à son édification. Cette option n'est pas synonyme de résignation. Elle trouve son fondement dans l'amour, dans les profonds attachements à notre pays et dans l'adhésion au modèle de société que le manifeste de Lancélé propose à notre peuple. Citoyen président fondateur, si au terme de ces 15 ans d'un pouvoir que vous avez exercé sans partage, nous avons connu des périodes de prospérité entre les années 67 et 70, c'est dont nous vous félicitons, nous devons cependant reconnaître que depuis lors, la situation du Zaïre est devenue de plus en plus préoccupante sur tous les plans. Déjà en 77, ne disiez-vous pas, par vous-même raison, l'état actuel de notre société est de plus en plus préoccupant et chaque secteur de la vie nationale se trouve dans un état critique qu'il serait en fait ignoré. C'est une lettre de 52 pages, elle est extrêmement longue. Alors, ils disent, et je vais terminer par là pour reprendre encore la parole aux deux amis, il dit la tolérance à l'égard des différentes opinions politiques constitue le seul moyen d'éviter une révolte.
violente est la seule façon de réaliser une unité nationale réelle et durable. S'il existait effectivement des risques dus à l'expression d'opinions dangereuses ou déloyales, leur importance est bien moindre que celle des risques dus au silence imposé par la crainte. La liberté de la parole et la liberté de presse constituent ce que l'on pourrait appeler le moteur du processus démocratique. Sans la liberté de discuter, de critiquer, de différer d'opinion, d'encourager une modification dans la politique officielle, la démocratie aurait bien du mal à fonctionner. C'est un homme, c'est courage. Beaucoup n'ont que 15 ans au pouvoir, mais déjà il suscite tout cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, cette lettre de 13 parlementaires où on a trouvé des hommes politiques comme des Kyungu Akumwaza, des Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'est-à-dire dans cette lettre, vous allez comprendre que les 13 parlementaires ont essayé de décrire la situation sociopolitique dans tous les détails. Vous allez comprendre même qu'il y a des chiffres sur la situation économique. Là, vous allez voir des chiffres sur la production antérieure pendant les années 1970 et pendant les années 1967, 1969 et comparativement aux années 1970 lorsque le président Mobutu a totalisé 15 ans au pouvoir. Donc l'auteur ici, il essaie d'écrire cette lettre comme étant la première ou le premier acte de contestation face à un pouvoir qui avait vraiment des allures un peu autoritaires. Et c'était vraiment un courage inouï de la part de ces 13 parlementaires de parler parce que quand vous lisez cette lettre, vous allez trouver qu'ils reprennent même les propos de Mobutu, des promesses faites par Mobutu. Il y avait beaucoup de promesses comme ça que Mobutu a fait, ils les ont repris tout, ils ont repris tout pour jeter un peu à la face de Mobutu, le faire voir ce qu'il a promis et ce qui se réalise concrètement. Donc le pays était à cette époque-là dans cette situation-là. Nous figurons-nous que c'était en 1982, nous venons de la zaïrianisation qui était en 1973, qui était un échec pour Mobutu. Mobutu lui-même l'a reconnu que ces hommes à qui il a distribué toutes ces entreprises-là, ont mal géré. Il faut dire que c'était 1926 plantations qui ont été données aux familles, mais aussi aux proches de Mobutu. Il y avait plus de 126 entreprises belles qui ont été données aux proches et à la famille de Mobutu, notamment l'entreprise de M. William Damson, oui, justement, avec son frigo Congo, des choses comme ça. Donc, tout ça a créé ce qu'on a appelé l'effondrement du tissu économique du Zaïre à cette époque. Et la suite a fait justement ce que nous ayons des protestations, notamment les 13 parlementaires. Et parce que, évidemment, ça c'est 15 ans de pouvoir, ça va aller jusqu'à 32 ans, mais nous connaissons la suite, hein, jusqu'à ce que nous allons atteindre cette révolution de 96-97. Mais pour pouvoir comme clôturer cette partie, je vais lire les noms des 13 parlementaires. Peut-être que beaucoup de gens ne les connaissent plus, ne savent pas qui étaient ces 13 parlementaires. Vous avez M. Ngalula Pandangila, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, M. Makanda Mpinga Chamboui, M. Kapita Chabangi, M. Kyungu Akumwanza, M. Lumbu Maloba, M. Kanana Chongo, M. Lusanga Ngele, M. Kassala Kalamba, M. Biringamine Mugaruka, M. Tian Onken Ambel, M. Ngoyi Mukendi et M. Mbombo Lona. Voilà les 13 parlementaires, auxquels 13 parlementaires vont s'ajouter, d'autres qui n'étaient pas des parlementaires, mais qui venaient par exemple du milieu scientifique comme étant Marcel Eliaou et aussi Kibasa Maliba qui venait du parti du bureau politique. Voilà, cette partie-là nous connaissons. C'est les livres est très riche, mais on n'a peut-être pas tout le temps pour tout parler, mais nous savons que les régimes Mobutu va aller, il y aura l'UDPS qui va naître, d'autres partis vont venir, et voilà, jusqu'à ce que les régimes vont s'effondrer, et nous sommes là bel et bien en 1997. Vous qui avez quand même lu cette partie, qu'est-ce qui finalement crée la chute du régime Mobutu? C'est une suite logique des choses qui a commencé depuis les années 70. Les amis l'ont relevé ici, la zaïrisation qui a complètement fissuré le tissu
économique. Il a voulu créer une classe moyenne avec une privatisation des entreprises des autres, et ça a échoué. Mais aussi, il y a eu cette déconnexion de Mobutu aux réalités internationales. C'est-à-dire que Mobutu n'était plus branché à ce qui s'est passé en dehors de la RDC, parce que si seulement il était branché, il allait peut-être avoir des politiques pour anticiper les événements. Par exemple, la démarche de 13 parlementaires était motivée par les signes avant-coureurs qui annonçaient la fin de l'URSS. Parce que déjà, avec la fin du conflit en Afghanistan, l'invasion en Afghanistan, et l'URSS avait perdu, il y avait déjà des signes qui faisaient voir que la guerre froide tendait déjà vers la fin, au début des années 80. Et là aussi, Mobutu ne va pas vraiment très bien voir les choses lorsque la guerre froide va officiellement prendre fin à partir de 1991, et avec la dislocation de l'URSS et avec la démocratisation des régimes tels que dictés par les Américains. Et la chute du mur de Berlin. Voilà, Mobutu ne va pas prendre le pas et rester dans sa dictature, alors que les Américains appelaient à la démocratie. Et là, il n'a pas pu faire des réformes à temps et il s'est pris dans le jeu. Alors, ne voulant pas vraiment quitter le pouvoir parce qu'il en avait tellement besoin et qu'il était déjà habitué à tous les honneurs. Alors, il n'a pas fait des réformes et le volet militaire est apparu comme solution. Il fallait désormais le chasser du pouvoir par les armes, et les raisons ont été trouvées, selon l'auteur. Ces raisons qui sont parties d'abord de ce qui s'est passé au niveau du Rwanda, où un mouvement a pris le pouvoir d'abord au Rwanda, et après les réfugiés, les Hutus, qui ont perpétré des massacres chez eux au Rwanda, ont sollicité venir vers le Congo pour trouver refuge, et ils continuent à être une menace pour le pouvoir au Rwanda, qui a trouvé que même en étant aux frontières de la RDC, du Zaïre de l'époque, il continue à être une menace pour le pouvoir qui venait de s'installer au Rwanda, et ils ont trouvé qu'il fallait les poursuivre jusque de l'autre côté de la frontière pour mettre de l'ordre. C'est dans cet imbroglio que la rébellion de l'AFDEL est née. L'AFDEL qui est née à Gisenyi au Rwanda, avec à la base trois personnes, Laurent Kabila et trois autres messieurs, qui ont créé l'AFDEL et qui ont reçu le soutien logistique du Rwanda et de l'Ouganda pour un premier temps d'abord assainir le réfugié Hutu qui était à la frontière, mais après on s'est vite rendu compte que c'était en fait le début d'une rébellion qui a commencé à prendre ville après ville jusqu'à faire partie de Mobutu. Alors évidemment, vous évoquez le départ de Mobutu parce que dans l'ouvrage ici, lui-même l'auteur, il évoque l'ouvrage de Honoré Ngwanda, qui publie une année après la chute de Mobutu, ainsi sont le glas, les derniers jours du maréchal Mobutu, dans lequel l'ouvrage Ngwanda évoque les raisons de la chute du maréchal Mobutu. On n'a pas beaucoup de minutes, vous voyez, c'est tellement beau quand on parle de notre pays, on est passionné. Mais alors, évidemment, nous commençons l'autre régime. Qu'est-ce qu'il dit du régime de Kabila quand Kabila arrive? Dans l'ouvrage, qu'est-ce que vous en retenez? Le régime qui arrive avec Laurent Désiré Kabila, c'est un régime hybride. C'est un régime qui est porté par d'autres États qui, eux, avaient des agendas cachés que Kabila connaissait, en tout cas forcément, du fait qu'en arrivant, il a, pour un premier temps, pour satisfaire les appétits des uns et des autres, il a laissé ses compagnons de lutte jouir de ce que représentait en réalité la RDC, et c'est là qu'il va, pour une première fois, tomber sur une opposition de quelqu'un, Etienne Tshisekedi, qui va lui dire: non monsieur, vous savez, vos accords là sont vos histoires de rebelles, ici c'est la République, alors vous devez vous séparer de vos accompagnateurs qui vous ont amené jusqu'à Kinshasa. C'était déjà le début de ce divorce entre Kabila et les Rwandais et autres qui étaient avec lui. D'ailleurs, plus grave dans l'histoire politique des États, c'est qu'il avait nommé comme chef d'état-major quelqu'un qui, une année après, est rentré chez lui pour devenir encore aux mêmes fonctions de chef d'état-major. Donc, ça veut dire qu'il a nommé quelqu'un pour, dans sa vie, il a occupé 2 fois les mêmes fonctions. Dans 2 pays différents. Dans 2 pays. 3 pays même. Il est allé jusqu'à Burundi. Voilà, donc c'est une première dans l'histoire que l'auteur élève ici. Et le divorce va sonner. Kabila n'aura pas le temps nécessaire vraiment pour organiser le pays tel qu'il le voulait, même s'il avait neutralisé tout le pouvoir et concentré entre ses propres mains. Mais il va faire face à une rébellion qui va naître en 1998, qu'on va appeler la deuxième guerre du Congo, ce qui va d'ailleurs pas arriver à mettre à terme, mais la mort va l'emporter. Donc voilà un peu
le régime qui va arriver, c'est celui de Laurent Désiré Kabila, un régime qui n'aura pas tout le temps nécessaire buter aux impératifs de rébellion où il va faire face à 3 mouvements rebelles. D'abord le RCD porté par le Rwanda, le MLC porté par l'Ouganda, et après il y aura des fissures au sein du RCD, il y aura les RCD de Kisangani, les RCD d'ici et de là, et voilà. Il va passer tout son temps, comme ça, de 1998 à 2001, pendant 3 ans, à guerroyer et à chercher comment venir au bout de ce groupe rebelle, malheureusement la mort. Il a été assassiné. Il va le trouver dans son bureau et Joseph Kabila va prendre les rênes du pouvoir. Et Joseph Kabila va rester au pouvoir pendant 18 ans. 18 ans. Voilà. Nous allons donc aborder la descente de cet ouvrage. Évidemment, il y a tellement de sujets. Ouais. Vous aurez remarqué que nous avons fait un parcours vraiment en diagonale sur la question politique. Mais l'ouvrage de Timbalanga ne parle pas que politique. Je crois qu'il a aussi parlé d'autres acteurs, d'autres figures importantes qui ont émergé entre-temps dans le pays pour pouvoir incarner ce désir-là de puissance. Alors, si vous pouvez m'en parler tout petit peu, quelques figures qui vous ont frappé dans l'ouvrage, vous pouvez en parler, vous aussi, comme ça on va essayer de conclure cette émission qui a été très rapide et très vite. Hein, la réalisation très riche de son temps ne fait que des signes. Oui, la régie ne fait que des signes. Oui, il y a, d'après l'auteur, il y a vraiment de personnalités qui œuvrent dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines de la vie sociopolitique du pays et ont contribué aussi à ce que le pays puisse se tenir debout, se stabiliser et éveiller la conscience de Congolais. Il y a dans les domaines de la musique, ils sont nombreux. Il a cité ici quelqu'un comme cet artiste ici, Kalonji Bill Clinton, Marie-Paul de Wingé. Tous ces mondes-là. Tous ces mondes-là. Il y a aussi des journalistes qui ont vraiment joué un grand rôle dans les débats politiques. Puisque, vous savez, il y a plusieurs années, on ne débattait pas sur des questions politiques. Il n'y avait pas vraiment cette liberté. On ne pouvait pas parler du président de la République comme si on parlait d'un commun des mortels. Mais il y a ces journalistes aux élections de 2011, par exemple, qui ont produit des émissions qui ont donné la parole à tout le monde. Je peux citer ici un journaliste comme Serge Kabongo. Vous êtes là aussi, M. William Albert Kabongo. Fausse modestie. Il y a aussi Solange Kwal. Et donc, ils sont tellement nombreux. Donc, les Congo a connu des acteurs qui ne sont pas seulement de la politique, mais des acteurs des autres domaines, mais qui ont contribué aussi à l'émergence du pays, à la stabilité. Voilà. Alors, nous avons parlé de l'ouvrage. Nous avons aussi parler des personnalités. Oui, je vous en prie. Avant de jeter, Jojo a parlé de la presse et des journalistes, mais l'auteur aussi a fait un clin d'œil aux hommes en armes, oui. Des généraux qui ont pu tant soit peu stabiliser, mais aussi faire parler d'eux dans le domaine militaire. Ici, il a parlé du général Maïlé, du général Baramoto, du général Kachuva, de l'amiral Leponda, autant de généraux qui ont été cités ici, bien formés dans les écoles de guerre, qui ont fait l'histoire de l'armée dans plusieurs fronts. Aujourd'hui, si on doit parler du contemporain, c'est qu'on n'a plus de grands généraux, ça il faut se le dire, des généraux qui, en tout cas, on pourra raconter à nos enfants. Vous parlez de grands généraux, vous parlez de quoi? De ceux qui pillaient le pays, qui avaient 4 étoiles, mais qui n'avaient jamais gagné une guerre. Ici, je parle des hommes de guerre. D'accord, quand on parle du général Maïlé, il est directement lié à une guerre. On dirait qu'il a eu à gagner telle guerre. C'est ces généraux-là que je... Très bien. Non, nous en avons. Aujourd'hui, il y a quand même... Oui, pour les personnalités, et je vais aussi souligner que... Allez-y, Monsieur Jean-Louis Timbalanga a souligné que le président Mobutu, c'est lui qui a essayé un peu de raviver encore les forces aériennes zaïroises, FASA, parce que c'était un peu mort, était un peu morte après justement la sécession de Katangé. Il a par exemple soulevé une personnalité qui n'était pas connue des communs de mortels, le lieutenant Mbaki, qui est le premier pilote congolais qui meurt au combat. Il n'avait que 27 ans. Il a aussi cité des personnes comme de Malula qui a dit non à Mobutu, avec les impairs qui voulaient instaurer une comité de jeunes dans un petit séminaire, et le cardinal Malula a dit non, c'est qu'il a valu même
l'exil, il a aussi cité son père qui a fait partie de la 3e promotion des forces aériennes zaïroises, qui est Philippe Tchimbalanga. Voilà, maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons tout dit sauf une seule chose. Mais qui est Jean-Louis Tchimbalanga? Qui est Jean-Louis Tchimbalanga? Parce que l'auteur, oui, il faut en parler. Oui. C'est bien de parler des autres. Mais lui-même qui a écrit cet ouvrage, un ouvrage magnifique, qui est vraiment plaisant à lire, parce que le style est c'est comme si c'était un journaliste, hein? Même s'il n'est pas vraiment... Très limpide. Un style limpide, on peut lire et enseigner. Et à nos enfants, c'est vraiment... Alors, il est qui, Jean-Louis Tchimbalanga? Jean-Louis Tchimbalanga, l'auteur de la vérité des urnes de 2018 en RDC, est un économiste, essayiste, homme de culture. Sa préoccupation majeure est l'évaluation et l'avenir politique de la République démocratique du Congo. Il a écrit beaucoup de livres, notamment les livres sur l'impératif d'une culture démocratique en République démocratique du Congo, mais aussi un livre qui a fait hommage à Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui est intitulé « Hommage à une légende ». Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il est originaire de Kasaï central. Il est né d'un père qui est militaire, je l'avais dit, de la 3e promotion des forces aériennes zaïroises, qui s'appelle Philippe Tchimbalanga, mais aussi Christine Bilonda Tchimbalanga. Voilà. C'est résumé. Alors nous allons terminer, je vais vous lire ce que les enfants de notre auteur lui ont dit. Il dit ceci: au-delà d'un réel plaisir, c'est un honneur pour nous, les enfants de M. Jean-Louis Tchimbalanga, d'être sollicités par notre père pour préfacer son ouvrage intitulé « La vérité de la vérité des urnes 2018 ». Nous reconnaissons que c'est une originalité dans le monde de la littérature. Et c'est en même temps un privilège et un honneur qu'il nous offre dans cet exercice exceptionnel du fait qu'il sort de l'ordinaire. À la fin, les enfants disent « À toi, notre papa et père, Jean-Louis Tchimbalanga, à qui nous apportons une grande admiration et affection, laisse-nous te dire sans réserve que nous t'aimons pour ton parcours de vie exceptionnel, d'un homme qui craint Dieu, d'une personne de fort caractère, d'initiative, d'engagement, de créativité, de générosité, qui s'est engagé entièrement pour la cause de la patrie et pour l'avenir et le devenir de la nation congolaise. Que Dieu te bénisse et t'accompagne dans ce que tu entreprendras pour le bien-être de l'enfant congolais. Voilà des enfants avertis qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire de notre pays en préfaçant un ouvrage qui va certainement faire date. Nous ne pouvons que souhaiter à cet ouvrage, qui sera baptisé dans quelques mois, j'espère, ici à Kinshasa, une très longue vie. Quant à nous, nous avons fait preuve de notre devoir d'historien du présent. Et je voudrais donc remercier Pati Mukuna, journaliste internationaliste, Jojo Moulamba et Fiston Leko. Merci. À vous, téléspectateurs qui avez été avec nous à Géopresse, nous vous excusons d'avoir seulement choisi un seul sujet, mais le vendredi prochain, vous retrouverez certainement sur cet écran, ce plateau, les présentateurs attitrés. Ils viendront certainement avec beaucoup d'autres sujets. Quant à moi, je vous dis merci. Je vous demande de rester sur Géopolis Télévision parce que nous arrivons avec puissance. Au revoir.